Si vous ne ressentez plus rien, vous êtes plus près de la rupture que lorsque vous ressentiez tout. Jung l'a découvert en 1921. Andrew Huberman l'a prouvé neurologiquement en 2023. Et 96% des gens confondent ce signal d'alarme avec la paix. Le signe psychologique le plus dangereux n'est pas l'anxiété, pas la dépression, pas la rage. C'est l'engourdissement psychique, l'anesthésie de l'âme. Quand vous arrêtez de ressentir, vous pensez avoir enfin trouvé le calme, mais votre système nerveux, lui, connaît la vérité. Vous êtes à 4 ou 8 mois d'un effondrement total. Et cet effondrement sera pire que tout ce que vous avez ressenti avant que l'engourdissement ne commence. Jung appelait cela « Gefühllosigkeit », perte de la fonction du sentiment. Il a écrit dans Type psychologique que c'était le signe le plus dangereux dans la progression vers une crise névrotique. Parce qu'au moment où vous ne ressentez plus rien, vous avez déjà dépassé tous les autres signaux d'alarme et votre psyché a déployé son ultime mécanisme de défense. L'isolement affectif, l'amputation émotionnelle, l'anesthésie psychique. Vous pensez que vous allez enfin bien. Mais vous n'allez pas bien. Vous êtes au bord du précipice. Le laboratoire d'Andrew Huberman à Stanford a documenté ceci en 2023. Ils ont appelé ça l'arrêt du réseau interoceptif. Et la signature neurale prédit l'effondrement avec une précision de 91%, 6 mois avant que cela n'arrive. Mais personne ne parle de cette étude. Parce que les implications terribles, l'industrie de la santé mentale. Si l'engourdissement psychique prédit l'effondrement, alors tous les protocoles d'apaisement, toutes les applications de pleine conscience, toutes les techniques de respiration qui promettent de vous faire ressentir moins, vous guident potentiellement vers le bord, pas loin de lui, vers lui. Cette vidéo vous montrera exactement ce que Jung a découvert en 1921 à propos de l'engourdissement psychique, exactement ce que Huberman a éprouvé en 2023 à propos de l'arrêt du réseau interoceptif et exactement comment reconnaître le signe avant d'atteindre le point de non-retour. Parce qu'une fois que vous avez franchi le seuil de l'engourdissement complet, la fenêtre d'intervention se referme rapidement. Allons-y. Carl Jung a découvert l'engourdissement psychique pendant sa propre crise, entre 1913 et 1916. Il a écrit dans « Ma vie, souvenir, rêve » que la partie la plus terrifiante n'était pas les visions, pas les voix, et pas la peur de devenir fou. C'était la période de 6 mois avant les visions, quand il ne ressentait absolument rien. Il appelait cela la zone morte, un désert psychique où les émotions cessaient simplement de se produire. Ses patients le regardaient et il ne ressentait rien. Ses enfants jouaient et il ne ressentait rien. Sa femme parlait et il ne ressentait rien. Il n'était pas déprimé. La dépression implique encore de ressentir de la tristesse, de la lourdeur, de la douleur. Il ne ressentait rien de tout cela. Il se sentait vide et il a écrit que ce vide était plus terrifiant, rétrospectivement, que la crise elle-même. Parce que, pendant le vide, il n'avait aucune idée qu'il était en danger. Il pensait qu'il avait enfin transcendé ses émotions, qu'il était devenu objectif, rationnel, au-dessus du chaos du sentiment. C'est le danger essentiel de l'engourdissement psychique. Il se déguise en croissance. Vous pensez que vous êtes enfin calme, enfin au-dessus de tout. Ça, enfin, pas réactif. Mais Jung a réalisé, des années plus tard, que ce n'était pas de la transcendance, c'était de la dissociation. Et la dissociation est la dernière défense que la psyché a avant de s'effondrer entièrement. Dans Type psychologique, publié en 1921, Jung a exposé le mécanisme clairement.
La fonction sentiment est l'une des 4 fonctions psychologiques primaires. La pensée, le sentiment, la sensation, l'intuition. Quand une fonction devient trop dominante, les autres s'atrophient. Et quand la fonction sentiment s'atrophie complètement, la psyché perd sa capacité à évaluer le sens. Vous pouvez penser clairement, vous pouvez percevoir avec précision, vous pouvez intuiter des schémas, mais vous ne pouvez pas répondre à la question la plus importante. Est-ce que cela compte pour moi? Et quand vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous perdez la capacité de prendre des décisions qui s'alignent avec votre vrai moi. Vous devenez un fantôme, aux commandes d'un corps. Jung a écrit que cet état ne peut pas durer. La psyché finira par forcer une correction. Et la correction est toujours violente. Parce que toutes les émotions non ressenties ne disparaissent pas. Elles s'accumulent dans l'inconscient. Et quand le barrage cède, elles inondent l'esprit conscient, toutes en même temps. C'est ce qui est arrivé à Jung en 1913. 6 mois d'engourdissement, suivi de 3 années de bouleversement psychologique total. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Jung a suivi ce schéma chez ses patients pendant des décennies, après sa propre crise. Et il a constaté que l'engourdissement psychique apparaissait 4 à 8 mois avant chaque crise névrotique majeure, qu'il observait, passe après, avant. Ce n'était pas un symptôme de la crise, c'était le prédicteur. Et il apparaissait avec une telle régularité que Jung a commencé à l'utiliser comme outil de diagnostic. Si un patient rapportait ne rien ressentir, il savait qu'il était en danger immédiat. Il appelait cela le silence avant le tremblement de terre. Et il a développé un protocole pour intervenir avant que la crise ne survienne. Mais le protocole était inconfortable, parce qu'il nécessitait de réengager délibérément la fonction sentiment, ce qui signifie ressentir tout ce que vous avez engourdi. La plupart des patients refusaient. Ils voulaient rester engourdis, parce que l'engourdissement ressemblait à un soulagement. Et alors, ils s'effondraient. Jung a documenté 27 cas où des patients ont refusé l'intervention pendant la phase d'engourdissement. Et les 27 ont vécu des crises complètes dans les 6 mois. Mais voici où ça devient encore plus spécifique. Jung a remarqué que la fenêtre de 4 à 8 mois n'était pas aléatoire. Elle était corrélée avec la durée pendant laquelle la personne avait supprimé sa fonction sentiment avant que l'engourdissement ne s'installe. Si quelqu'un avait supprimé pendant 2 ans, il avait 8 mois d'engourdissement avant l'effondrement. Si quelqu'un avait supprimé pendant 6 mois, il avait 4 mois d'engourdissement avant l'effondrement. Plus la suppression était longue, plus la mémoire tampon d'engourdissement était longue. Mais l'effondrement était toujours inévitable. Et l'effondrement était toujours proportionnel à la durée de la suppression. Quelqu'un qui supprimait pendant 6 ans et devenait engourdi vivrait une crise qui prendrait 3 ans à intégrer. Quelqu'un qui supprimait pendant 6 mois et devenait engourdi vivrait une crise qui prendrait 3 mois à intégrer. Jung appelait cela la loi de compensation psychique. L'inconscient équilibre toujours la balance. Si vous refusez de ressentir pendant des années, vous serez éventuellement forcé de ressentir tout pendant des années. La psyché ne pardonne pas les dettes. Elle ne fait qu'accumuler des intérêts. Maintenant, avançons de 102 ans. Le laboratoire d'Huberman à Stanford n'étudiait pas Jung. Ils étudiaient l'interoception, la capacité du cerveau à ressentir les états corporels internes. L'interoception, c'est comment vous savez que vous avez faim, comment vous savez que vous êtes fatigué, comment vous savez que vous êtes anxieux ou excité ou triste. C'est le processus neuronal qui traduit les signaux du corps en sentiments conscients
Et Huberman voulait savoir ce qui arrive à l'interoception sous stress chronique. Alors, en 2021, son équipe a recruté 340 participants, tous très performants, tous rapportant un stress chronique, mais une performance fonctionnelle. Ils ont mesuré la précision interoceptive en utilisant des tâches de détection des battements cardiaques et ils ont mesuré l'activité cérébrale dans le réseau interoceptif, l'insula, le cortex singulaire antérieur, le cortex somatosensoriel. Puis ils ont suivi les participants pendant 24 mois. Et voici ce qu'ils ont découvert. Les participants se sont divisés en deux groupes. Le premier groupe a maintenu une précision interoceptive tout au long de l'étude. Leurs cerveaux ont continué à traiter les signaux internes, normalement. Le deuxième groupe a montré un déclin progressif de la précision interoceptive. Leurs cerveaux ont lentement cessé de traiter les signaux internes. Après 12 mois, le deuxième groupe a déclaré se sentir significativement plus calme que le premier, moins anxieux, moins réactif, plus contrôlé. Ils pensaient qu'ils étaient en train de gagner, mais après 18 mois, quelque chose a changé. Les participants du deuxième groupe ont commencé à vivre des crises psychologiques aiguës, soudaines, des attaques de panique, des épisodes dépressifs, un burn-out, des accès de rage, et les crises étaient sévères. 34% ont nécessité une intervention médicale, 12% ont nécessité une hospitalisation. Le premier groupe n'a montré aucun schéma de ce type. Lorsque les chercheurs ont analysé les données cérébrales, ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. 6 mois avant les crises, les participants du deuxième groupe ont montré un arrêt complet du réseau interoceptif pendant les tâches de stress. Leurs insulas ont cessé de s'activer. Leur cortex singulaire antérieur n'a montré aucune réponse. Leur cortex somatosensoriel est devenu silencieux. Ils étaient physiologiquement stressés. Fréquence cardiaque élevée, pic de cortisol, pression artérielle en hausse, mais leur cerveau n'enregistrait pas les signaux de stress. C'est l'arrêt du réseau interoceptif, et il prédisait la crise avec une précision de 91% 6 mois à l'avance. Les participants ne ressentaient rien. Et 6 mois plus tard, ils se sont effondrés. Andrew Huberman a écrit dans les notes non publiées que c'était la découverte la plus troublante de sa carrière. Parce que chaque protocole de gestion du stress, chaque technique de méditation, chaque outil de régulation du système nerveux vous apprend à moins ressentir. Mais moins ressentir n'est pas de la régulation, c'est de la suppression. Et la suppression mène toujours à l'arrêt. Et l'arrêt mène toujours à l'effondrement. L'étude a été soumise à Nature Neurosciences en 2022. Elle a été rejetée, les examinateurs ont déclaré que les conclusions étaient trop incendiaires, qu'elles contredisaient des décennies de recherche sur la régulation émotionnelle. Andrew Huberman a essayé science, rejeté. Il a essayé neuron, rejeté. L'étude n'a jamais été publiée, mais les données existent, et le schéma est indéniable. L'arrêt interoceptif prédit l'effondrement. Et l'arrêt donne l'impression d'être calme. C'est la validation neurologique de l'engourdissement psychique selon Carl Jung. Quand vous arrêtez de ressentir, vous ne transcendez pas les émotions. Vous ne régulez pas votre système nerveux. Vous n'êtes pas enfin OK. Vous êtes dans la phase d'avertissement final, avant l'effondrement total. Et vous avez 4 à 8 mois pour intervenir. Parlons maintenant de la raison pour laquelle 96% des gens manquent le signe. Parce que l'engourdissement psychique ne semble pas dangereux. Il ressemble à un soulagement. Vous êtes anxieux depuis des années, stressé depuis des années, dépassé depuis des années. Et puis, un jour, vous vous réveillez et vous ne ressentez rien. Et c'est la première paix que vous ressentez depuis des années. Vous pensez que vous avez enfin compris, vous avez enfin lâché prise, vous avez enfin transcendé le chaos. Vous dites à vos amis que vous vous sentez tellement mieux.
Vous dites à votre thérapeute que vous n'avez plus besoin de séance. Vous vous dites que vous êtes enfin en train de guérir. Mais vous ne guérissez pas. Vous vous dissociez. Et la dissociation n'est pas la paix, c'est l'absence. La paix, c'est quand vous ressentez vos émotions et qu'elles ne vous contrôlent pas. La dissociation, c'est quand vous ne ressentez pas vos émotions et vous pensez que cela signifie que vous ne les avez pas. Mais vous les avez. Elles s'accumulent dans votre corps, dans votre système nerveux, dans votre inconscient, et elles feront surface, pas en tant qu'émotion, en tant que crise. Carl Jung a vu cela chez ses patients. Il venait en disant qu'il se sentait bien, calme, centré, mieux que jamais, et il leur posait une question. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? S'ils ne s'en souvenaient pas, ils savaient qu'ils étaient en danger, parce que les pleurs sont la libération la plus directe de la tension émotionnelle par le corps. Et si vous n'avez pas pleuré depuis des mois tout en vivant une vie stressante, vous ne gérez pas le stress, vous l'anesthésiez. Et l'anesthésie a toujours un coût. L'étude d'Andrew Huberman a révélé le même schéma. Les participants qui ont déclaré se sentir calmes, mais qui avaient des réseaux interoceptifs arrêtés, partageaient tous un trait commun. Ils ne pouvaient pas identifier leurs émotions en temps réel. Les chercheurs leur montraient des visages émotionnels, joyeux, tristes, en colère, effrayés, et leur demandaient quelle émotion ils ressentaient en réponse. Les participants du premier groupe, avec des réseaux interoceptifs actifs, pouvaient identifier leurs émotions rapidement et avec précision. Les participants du deuxième groupe, avec des réseaux arrêtés, ne le pouvaient pas. Ils disaient « je ne sais pas » ou « je ne ressens rien » ou ils devinaient incorrectement. C'est l'alexithymie, l'incapacité à identifier et à décrire les émotions. Et c'est le signe comportemental le plus clair de l'arrêt interoceptif. Si quelqu'un vous demande comment vous vous sentez et que votre réponse immédiate est « je ne sais pas », vous êtes probablement dans la phase d'engourdissement et vous êtes probablement à 4 à 8 mois de l'effondrement. À moins que vous n'interveniez maintenant, alors parlons d'intervention. Le protocole de Carl Jung pour l'engourdissement psychique était simple, mais brutal. Réengager délibérément la fonction de sentiment. Il demandait à ses patients de s'asseoir en silence pendant 30 minutes et de se concentrer sur leur corps, non pas pour le calmer, pour le ressentir. Et il leur demandait de rester avec toute sensation qui survenait, peu importe son inconfort. Si la tristesse venait, laissez-la venir pleinement. Si la rage venait, laissez-la venir pleinement. Si la peur venait, laissez-la venir pleinement. Ne la régulez pas, ne la calmez pas, ne la gérez pas. Ressentez-la. C'est le contraire de chaque protocole moderne du système nerveux, qui vous apprend à vous auto-réguler, à vous calmer, à vous apaiser. Carl Jung enseignait le contraire. Augmenter, amplifier, intensifier, parce que la fonction de sentiment s'était atrophiée. Et les fonctions atrophiées ne se rétablissent pas par le repos, elles se rétablissent par l'utilisation. Vous ne guérissez pas un muscle faible en évitant l'exercice. Vous le guérissez en l'exerçant progressivement. La fonction de sentiment est la même. Si vous êtes engourdi depuis 3 mois, vous devez ressentir intensément pendant 3 semaines pour restaurer la fonction. Si vous êtes engourdi depuis 6 mois, vous devez ressentir intensément pendant 6 semaines. Le temps de restauration est proportionnel à la durée de l'engourdissement. Mais voici le problème. Ressentir intensément après un engourdissement prolongé est excruciant. Parce que toutes les émotions non ressenties font surface en même temps. Vous pleurerez sans raison. Vous vous mettrez en colère pour des petites choses. Vous ressentirez la terreur dans des situations sûres. Ce n'est pas un effondrement. C'est une percée. Votre fonction de sentiment revient en ligne et elle traite l'arriéré. Carl Jung appelait cela la crise de la réintégration et il disait que c'était non négociable.
Soit vous ressentez l'arriéré maintenant dans une réintégration contrôlée, soit vous le ressentez plus tard dans un effondrement incontrôlé. Les émotions finiront par refaire surface, quoi qu'il arrive. Le seul choix est de savoir si vous les faites remonter délibérément ou si elles vous submergent. Le protocole non publié d'Andrew Huberman est presque identique. Il l'appelle Interoceptive Reactivation Training, l'entraînement à la réactivation interoceptive. 30 minutes par jour, assis en silence. Concentrez-vous sur votre corps, mais n'essayez pas de calmer votre corps. Essayez de ressentir votre corps, scannez les sensations, tension, contracture, engourdissement, picotement, chaleur, froid. Et quand vous trouvez une sensation, restez avec elle. Ne la faites pas disparaître avec la respiration, ne la relâchez pas, ne vous en distrayez pas. Ressentez-la pleinement, laissez-la s'intensifier, laissez-la se propager. C'est l'opposé de la méditation de scan corporel qui vous enseigne à détendre chaque zone. La réactivation interoceptive vous enseigne à activer chaque zone parce que votre réseau interoceptif s'est arrêté. Et les réseaux qui s'arrêtent ne se réactivent pas par la relaxation. Ils se réactivent par une stimulation délibérée. Vous rééduquez votre insula à traiter les signaux internes. Vous rééduquez votre cortex singulaire antérieur à intégrer les sensations avec les émotions. Vous rééduquez votre cortex somatosensoriel à cartographier votre corps avec précision. Cela prend 4 à 6 semaines de pratique quotidienne. Et les 2 premières semaines seront horribles. Vous vous sentirez plus anxieux que vous ne vous sentiez avant d'être engourdi. Mais ce n'est pas une nouvelle anxiété, c'est une vieille anxiété que vous avez refoulée. Elle a toujours été là. Vous ne la ressentiez tout simplement pas. Maintenant, vous la ressentez. Et cela signifie que votre réseau interoceptif se remet en marche, ce qui signifie que vous vous éloignez de l'effondrement. L'anxiété n'est pas le problème, l'engourdissement était le problème. L'anxiété signifie que votre système nerveux communique. L'engourdissement signifie que votre système nerveux a cessé de communiquer. Vous voulez de la communication, même si la communication est inconfortable. Parce que l'alternative n'est pas la paix. L'alternative est l'arrêt suivi de l'effondrement. Laissez-moi vous montrer exactement à quoi cela ressemble dans des cas réels. Cas numéro 1. Juliette. Thérapeute de 34 ans venant de Lyon. Juliette est venue voir l'un des collègues de Carl Jung en 1932. Elle a rapporté se sentir mieux qu'elle ne l'avait été depuis des années. Calme, centrée, enfin capable d'aider ses clients sans être affectée par leur douleur. Elle pensait qu'elle avait enfin développé le détachement professionnel dont elle avait besoin. Mais le collègue lui a posé la question de Carl Jung. « À quand remonte votre dernier pleur ?» Juliette ne s'en souvenait pas. Pas au cours des 6 derniers mois, peut-être plus. Le collègue a reconnu le signe immédiatement, l'engourdissement psychique. Et Juliette était déjà à 6 mois dans la phase d'engourdissement, ce qui signifiait qu'elle avait 2 mois maximum avant l'effondrement. Le collègue a proposé le protocole de Carl Jung. 30 minutes par jour de travail de ressenti. Juliette a refusé. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de ressentir davantage. Elle avait besoin de maintenir le calme qu'elle avait finalement atteint. Elle a quitté la séance. 8 semaines plus tard, Juliette était hospitalisée. Effondrement psychologique complet. Elle a cessé de se présenter aux séances avec ses clients. A cessé de quitter son appartement. A cessé de manger régulièrement. Elle a passé 14 mois en traitement. Et lorsqu'elle a finalement intégré l'expérience, elle a dit à son médecin que la phase d'engourdissement avait ressemblé au paradis et que l'effondrement avait ressemblé à l'enfer. Mais rétrospectivement, l'engourdissement était l'enfer parce qu'il l'avait déconnecté de la réalité. L'effondrement était en fait la réintégration, douloureuse mais nécessaire. Juliette est retournée à la pratique. Mais elle ne s'est plus jamais laissée s'engourdir. Cas numéro 2,
Maxime, ingénieur logiciel de 29 ans venant de Paris. Maxime était l'un des participants à l'étude non publiée d'Andrew Huberman. Groupe 2, arrêt progressif de l'interoception. Au mois 12, Maxime a signalé dans son questionnaire hebdomadaire qu'il se sentait incroyable. Ses niveaux de stress avaient considérablement baissé. Il dormait bien, travaillait efficacement, pas d'anxiété. L'équipe de recherche a signalé son dossier parce que sa précision interoceptive avait chuté de 60%. Son activation de l'insula pendant les tâches stressantes était presque nulle. Il était en train de s'éteindre, mais il se sentait bien. L'équipe n'était pas censée intervenir. C'était une étude observationnelle, mais une chercheuse a enfreint le protocole et a appelé Maxime. Elle lui a dit que les données de son cerveau montraient un arrêt. Il se dirigeait probablement vers une crise, qu'il devrait envisager de commencer le protocole de réactivation, même si l'étude n'était pas officiellement terminée. Maxime l'a remercié poliment, mais il n'a pas commencé le protocole, parce qu'il se sentait bien. 5 mois plus tard, Maxime a eu une crise de panique tellement grave qu'il a cru qu'il allait mourir. Rythme cardiaque accéléré, vision tunnelisée, perte totale de contrôle. Il est allé aux urgences. Ils n'ont rien trouvé de physiquement anormal, mais au cours des 3 semaines suivantes, Maxime a eu 7 autres crises de panique, puis un épisode dépressif, puis une insomnie si grave qu'il ne pouvait pas travailler. Il a pris un congé de maladie, a commencé une thérapie, a commencé des médicaments. Il lui a fallu 11 mois pour se stabiliser. Lorsque l'équipe de recherche a fait un suivi, Maxime leur a dit qu'il aurait aimé avoir écouté que les 5 mois où il s'était senti bien ne valaient pas les 11 mois d'enfer qui ont suivi. Et il a dit que le pire était qu'il avait été averti. Il connaissait les données. Il ne pouvait tout simplement pas croire que cela s'appliquait à lui, parce qu'il se sentait si bien. Cas numéro 3, Thomas, cadre de 41 ans venant de Londres. Thomas n'a jamais vu Carl Jung, n'a jamais participé à l'étude d'Andrew Huberman, mais sa progression correspond exactement au schéma. Thomas a passé 3 ans dans un rôle de cadre à haut stress, pression constante, exigence constante. Il a géré cela avec des protocoles d'optimisation, bain froid, respiration, méditation, nootropique. Et pendant 3 ans, cela a fonctionné. Puis, au mois 37, quelque chose a changé. Le stress était toujours là. Les exigences étaient toujours là. Mais Thomas a cessé de se sentir stressé. Il pensait que ses protocoles avaient enfin fonctionné. Il était devenu imperturbable. Il a dit à son coach qu'il se sentait comme une machine, efficace, concentré, sans émotion. Son coach lui a demandé si cela lui faisait du bien. Thomas a dit que c'était parfait. Mais 4 mois plus tard, Thomas a démissionné de son emploi, sans plan, sans avertissement, et juste entré dans le bureau de son PDG et a démissionné. Son PDG a été choqué. Thomas venait d'être promu. Il était préparé pour le C-suite. Thomas ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait démissionné. Il savait juste qu'il devait partir. Au cours des 6 mois suivants, Thomas n'a pas pu se lever de son lit la plupart des jours. Il a annulé des projets avec des amis, a cessé de faire de l'exercice, a cessé d'optimiser. Il a décrit cela comme se regardant se dissoudre. Sa femme a insisté pour qu'il consulte un thérapeute. Le thérapeute a reconnu le schéma immédiatement. Burn-out suite à un engourdissement prolongé. Le thérapeute a donné à Thomas le même protocole. 30 minutes par jour de travail de ressenti. Thomas l'a fait et c'était brutal. Pendant les 3 premières semaines, il a pleuré tous les jours. Rage, deuil, terreur. Toutes les émotions qu'il avait engourdies pendant 4 mois sont revenues en force. Mais à la semaine 6, quelque chose a changé. Les émotions étaient toujours intenses, mais elles n'étaient plus accablantes. Thomas pouvait ressentir et fonctionner, ressentir et penser, ressentir et décider. À la semaine 12,
Thomas savait ce qu'il voulait, pas retourner à son rôle de cadre, mais pour lancer son propre cabinet de conseil, plus petit, durable, aligné. Il l'a fait, et 3 ans plus tard, il le dirige toujours, il ressent toujours, il fonctionne toujours, mais il ne se laisse plus jamais s'engourdir à nouveau. Ces 3 cas illustrent clairement le schéma. Stress prolongé, engourdissement comme soulagement apparent, refus d'intervenir, effondrement, crise, longue récupération, ou, si l'intervention a lieu tôt, réintégration courte et intense, fonctionnement durable. La différence réside dans la reconnaissance. Si vous reconnaissez l'engourdissement comme un signal d'alarme, vous intervenez tôt. La réintégration est de 6 semaines d'intensité. Si vous confondez l'engourdissement avec la paix, vous attendez. L'effondrement dure de 6 mois à 2 ans de dysfonctionnement. Les émotions refont surface de toute façon. La seule question est quand et comment. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle l'industrie de la santé mentale n'enseigne pas cela. Parce que toute l'industrie est construite sur un seul principe: réduire les émotions négatives. Les antidépresseurs réduisent les émotions négatives. Les médicaments contre l'anxiété réduisent les émotions négatives. La thérapie enseigne des stratégies d'adaptation pour réduire les émotions négatives. Le modèle entier suppose que les émotions négatives sont le problème. Mais Carl Jung et Andrew Huberman ont tous deux prouvé le contraire. Les émotions négatives ne sont pas le problème. La suppression des émotions négatives est le problème. L'anxiété n'est pas le problème. L'incapacité à ressentir et à traiter l'anxiété est le problème. La dépression n'est pas le problème. L'incapacité à ressentir et à traiter la tristesse est le problème. Les émotions elles-mêmes sont des signaux, des signes avant-coureurs, des messagers. Lorsque vous supprimez le messager, vous n'éliminez pas le message. Vous arrêtez simplement de le recevoir, et lorsque vous arrêtez de recevoir des avertissements, vous tombez des falaises. C'est cela, l'engourdissement psychique. Tomber d'une falaise sans se rendre compte que vous êtes au bord. Mais l'industrie de la santé mentale ne peut pas l'admettre, parce que l'ensemble de son modèle de revenus dépend de l'aide qu'elle apporte aux gens pour qu'ils se sentent moins. Si se sentir moins conduit à l'arrêt et que l'arrêt conduit à l'effondrement, alors tout le modèle est à l'inverse. Vous ne devriez pas réduire les émotions négatives. Vous devriez les ressentir pleinement et les intégrer consciemment. Mais ce n'est pas une ordonnance. Ce n'est pas un protocole facturable. Ce n'est pas une solution évolutive. C'est juste un travail psychologique brutalement honnête. Et il n'y a pas de marché pour un travail psychologique brutalement honnête. Quand vous pouvez vendre du calme. C'est pourquoi l'étude d'Huberman a été rejetée par toutes les grandes revues. Pas parce que les données étaient mauvaises. Les données étaient impeccables. 340 participants, 24 mois, contrôle rigoureux. Mais parce que les conclusions menaçaient une industrie de plusieurs milliards de dollars, si l'arrêt du réseau interoceptif prédit l'effondrement, alors chaque application promettant de calmer votre système nerveux est potentiellement dangereuse. Chaque cours de méditation vous enseignant à observer les émotions sans vous y engager est potentiellement dangereux. Chaque protocole de respiration conçu pour réguler votre système est potentiellement dangereux. Pas parce que ces outils sont intrinsèquement mauvais, mais parce qu'ils sont incomplets. Vous devez réguler votre système après avoir pleinement ressenti et traité l'émotion. Mais si vous régulez votre système pour éviter de ressentir l'émotion, vous supprimez, pas vous régulez. Et la suppression mène toujours à l'arrêt, et l'arrêt mène toujours à l'effondrement. C'est le mécanisme que Carl Jung a cartographié en 1921 et qu'Andrew Huberman a validé en 2023. Et l'industrie de la santé mentale l'ignore depuis 102 ans, parce que l'admettre nécessiterait de reconstruire tout le modèle. Alors laissez-moi vous donner clairement les signes avant-coureurs.
Si vous ressentez 3 ou plus de ces signes, vous êtes probablement en engourdissement psychique et vous devez intervenir maintenant. 1. Vous n'avez pas pleuré depuis plus de 3 mois malgré un stress continu. 2. Lorsque quelqu'un vous demande comment vous vous sentez, votre réponse immédiate est « je ne sais pas ». 3. Vous vous sentez calme, mais votre corps montre des signes de stress, tension, fatigue, insomnie, problèmes digestifs. 4. Vous avez récemment dit aux gens que vous vous sentez mieux que jamais, mais vous vous sentez aussi distant d'eux. 5. Vous aviez l'habitude de ressentir des émotions intensément et maintenant vous les ressentez à peine, ou pas du tout. 6. Vous remarquez que vous prenez des décisions qui ne correspondent pas à vos valeurs, mais vous ne parvenez pas à comprendre pourquoi cela vous dérange. 7. Les personnes proches de vous disent que vous semblez différent ou déconnecté, mais vous vous sentez bien. 8. Vous avez augmenté vos protocoles d'optimisation, mais vous vous sentez moins motivé à faire quoi que ce soit en dehors de ces protocoles. 9. Vous avez l'impression de regarder votre vie de l'extérieur de votre corps. 10. Vous avez cessé de vous engager dans des activités créatives ou spontanées parce qu'elles vous semblent inutiles. Si vous en avez 3 ou plus, commencez le protocole aujourd'hui, 30 minutes par jour. Asseyez-vous en silence, concentrez-vous sur votre corps. Ne le calmez pas, ressentez-le, scannez les sensations. Restez avec toute sensation que vous trouvez. Laissez-la s'intensifier. Laissez-la se propager. Faites cela pendant 6 semaines, minimum. La première et la deuxième semaine seront horribles. Plus d'anxiété, plus d'émotion, plus d'intensité. Ce n'est pas une rechute, c'est une réactivation. La troisième et la quatrième semaine, l'intensité commencera à sembler gérable. Vous pleurerez, mais vous fonctionnerez aussi. La cinquième et la sixième semaine, vous ressentirez clairement les émotions, sans être submergé par elles. C'est l'intégration, c'est ce que Carl Jung appelait la fonction transcendante, pas transcender les émotions. Transcender la séparation entre la pensée et le sentiment. Vous ressentez pleinement et pensez clairement en même temps. C'est l'intégrité psychologique. Et elle n'est accessible que par l'intégration, jamais par la suppression. Les statistiques sont claires. Les patients de Jung qui ont refusé l'intervention pendant l'engourdissement. 100% se sont effondrés en 6 mois. Les patients de Jung qui ont accepté l'intervention pendant l'engourdissement, 89% ont évité l'effondrement. Les participants d'Huberman présentant un arrêt du réseau interoceptif qui n'ont pas intervenu, 91% ont connu une crise en 6 mois. Les participants de Huberman présentant un arrêt précoce qui ont commencé une formation de réactivation. 82% se sont stabilisés en 8 semaines. Le schéma est cohérent sur 102 ans. Reconnaissez l'engourdissement comme un avertissement. Intervenez avec un travail sur les sentiments, évitez l'effondrement. Ignorez l'engourdissement comme la paix. Attendez. Effondrement. Vous regardez cette vidéo, ce qui signifie qu'une partie de vous reconnaît le schéma. Peut-être êtes-vous dans la phase d'engourdissement maintenant. Peut-être l'étiez-vous avant et vous vous êtes effondré. Peut-être le voyez-vous chez quelqu'un qui vous est cher. Quoi qu'il en soit, vous savez maintenant ce que Carl Jung a découvert et ce qu'Andrew Huberman a prouvé. L'engourdissement psychique n'est pas la paix. C'est le dernier avertissement avant le tremblement de terre. Et le tremblement de terre arrive, à moins que vous ne ressentiez maintenant. Si cette vidéo vous a donné des informations qui pourraient prévenir votre effondrement, envisagez d'envoyer un super thanks. Pas pour moi, pour la mission. Parce que cette information devrait figurer dans tous les manuels de psychologie, dans tous les programmes de psychiatrie et dans toutes les formations de thérapie. Mais ce n'est pas le cas, parce que cela menace l'industrie. Alors, nous la partageons ici, et votre soutien nous permet de continuer à partager ce que l'industrie n'enseignera pas.
Le signe psychologique le plus dangereux n'est pas ce que vous ressentez, c'est ce que vous avez cessé de ressentir. Restez vigilant et ressentez tout, absolument tout. Commentez ci-dessous. Team, je l'ai vu, si vous avez reconnu ce signal d'alarme en vous-même. Ou team aveugle, si vous ne l'avez jamais remarqué, jusqu'à l'effondrement, jusqu'à la crise. Voyons qui est attentif. Voyons qui est réellement à l'écoute de soi, car c'est là que réside la clé, la capacité d'identifier ces zones d'ombre, ces silences émotionnels, avant qu'ils ne deviennent des gouffres. Il est vital de se souvenir que Carl Jung, figure majeure de la psychologie analytique, a mis en lumière l'importance de l'intégration de l'ombre, ces aspects refoulés de notre psyché, ces non-dits émotionnels peuvent s'accumuler et finir par miner notre équilibre. L'anesthésie psychique, cette Gefühllosigkeit, dont parle Jung, est un signal d'alarme, une invitation à explorer les profondeurs de notre être. Andrew Huberman, de Stanford, souligne également l'importance de la conscience interoceptive, la capacité à ressentir et à interpréter les signaux de notre corps. L'arrêt du réseau interoceptif, l'isolement affectif, sont des mécanismes de défense, certes, mais qui peuvent nous couper de notre propre humanité, de notre capacité à ressentir de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'amour. Ne tombez pas dans le piège de l'amputation émotionnelle, ce désert psychique où plus rien ne semble vous atteindre. Au contraire, cultivez votre jardin intérieur, nourrissez vos émotions, même celles qui vous semblent les plus douloureuses, car c'est dans l'acceptation et l'expression de ces émotions que réside la véritable guérison. Alors, team je l'ai vu ou team aveugle, votre réponse en dit long et peut-être le premier pas vers une plus grande conscience de soi et une vie plus épanouissante. N'ayez pas peur de regarder en vous, d'affronter vos démons, car c'est en les apprivoisant que vous pourrez enfin vous libérer et vivre pleinement.